Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au Lab. Nous allons évoquer la soutenabilité du service public de la petite enfance avec nos trois intervenants. Alors en avril 2023, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales appelait à des réformes du secteur de la petite enfance. Dernièrement, c'est un rapport de la commission d'enquête sur la qualité d'accueil dans les crèches qui pointe des questions de maltraitance institutionnelle, etc. De récentes enquêtes publiques dont on a beaucoup parlé dans les médias ont dévoilé les limites d'un modèle privatif des crèches. Aujourd'hui, le collectif Pas de bébé à la consigne appelle à une grève aussi, avec certaines organisations syndicales, il me semble. Donc voilà, nous sommes en plein dans le sujet pour évoquer l'avenir du service public de la petite enfance avec nos trois intervenants que je vais vous présenter. Alors nous avons Amélie Clément. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre fonction ? Je suis directrice du pôle petite enfance à Cavaillon au sein d'une agglomération, Luberon-Monte-Vaucluse. Et je suis aujourd'hui représentante du SNDGCT, le syndicat national des directeurs généraux, qui œuvre à l'attractivité des différents métiers du territoire. Mais on en reparlera. D'accord. Brice Sanson, pardon. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Brice Sanson. Je suis directeur des services à la population à la communauté de communes de l'île de Ré, en Charente-Maritime. Et je représente aussi aujourd'hui l'ACTAS, l'association des cadres territoriaux d'action sociale. Jérôme Voiturier ? Oui, bonjour, Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPS. L'UNIOPS, c'est l'Union nationale des associations de solidarité et de santé. Je représente le secteur associatif ici. D'accord. Alors déjà, la première question, quels choix doivent être faits pour maintenir un modèle de service public de la petite enfance ? Faut-il maintenir un modèle de service public de la petite enfance ? Et dans le cas contraire, on risque de se retrouver avec un modèle unique privé, souhaitable. Il y a aussi la loi plein emploi, dont le décret doit normalement aborder la question des contrôles. Déjà, Amélie Clément, je vais vous passer la parole en premier. Y a-t-il une nécessité de maintenir le modèle de garde publique ? Alors la nécessité, j'en suis convaincue, puisque je suis une pro de la petite enfance depuis plus de 20 ans, donc je n'irai pas dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça c'est sûr. Un service public de la petite enfance, c'est aussi et essentiellement répondre à un besoin. Aujourd'hui, si on a une mairie, un maire qui se pose la question de savoir s'il faut ou pas investir dans la petite enfance, je pense qu'il faut investir dans la petite enfance pour éviter, pour l'égalité des chances, pour un meilleur épanouissement des enfants. Si on regarde un peu au niveau des territoires, globalement, il y a souvent une histoire avec la petite enfance, notamment interco ou commune. Selon les territoires dans le territoire national, il y a soit beaucoup d'assistantes maternelles. Donc les assistantes maternelles, ce sont l'accueil individuel à la maison, soit des crèches, et à ce moment-là, des crèches qui peuvent être en régie, comme c'est le cas au service petite enfance que je pilote, et des crèches associatives qui sont et qui restent très actives et qui ont là aussi une histoire. Brice Sanson, qu'en pense l'association des cadres territoriaux en charge de l'action sociale, et est-ce que la question se pose-t-elle différemment en fonction des territoires aussi ? Oui, bien évidemment qu'elle se pose. Alors, je vais rejoindre ma collègue déjà, tout d'abord, effectivement, sur l'intérêt même. C'est un écosystème. Il faut un peu de tout, du coup, sur un territoire. On a toujours besoin d'accueil individuel. Et je rappelle quand même que, du coup, la démographie des assistantes maternelles en 2024 nous amène à se dire qu'on va en perdre quand même une grande partie d'ici 2030. Donc on doit quand même s'inquiéter aussi sur l'équilibre de cet écosystème. Pourquoi ? Ça, c'est parce national. Que la population vieillit ou... Effectivement, vraiment, c'est un métier qui est peu attractif. C'est un métier qui a énormément évolué, qui s'est professionnalisé. On l'a vu. On en tire beaucoup de bénéfices sur les territoires d'avoir des asthmates professionnels.
ça comporte quand même un inconvénient, hein, l'accueil à domicile dans un contexte familial, social actuel. C'est pas si simple que ça en fait. Et donc je pense que du coup pour des jeunes femmes notamment, puisque c'est quand même principalement des femmes de 25, 26 ans, c'est pas si simple de se dire qu'elles vont accueillir 4 enfants à leur domicile avec, pour composer avec leur vie familiale. Donc du coup dans cet écosystème, il faut à la fois du public, de l'individuel et du collectif. Et en collectif, il y a plein de modèles différents. On passe de la micro-crèche à 12 places jusqu'à des crèches qui, dans certaines métropoles, peuvent aller à 60 berceaux, par exemple. Voilà, donc il n'y a pas une réponse unique, en fait. Jérôme Voiturier. Ouais, oui, pardon. C'est presque un paradoxe. Tout à l'heure, vous avez dit privatif 2 fois. Privatif, je vous rappelle qu'il y a privé lucratif et privé non lucratif. C'est vrai. Donc ici, je représente le privé non lucratif. C'est presque un paradoxe. Les acteurs privés non lucratifs sont certainement ceux qui ont le plus poussé pour qu'il y ait un service public. Pourquoi ? Parce que dans l'ADN même du privé non lucratif, il y a la prise en compte de toutes les vulnérabilités. Et donc la notion même de service public doit permettre que toutes les familles, les mamans en particulier, mais toutes les familles, quelle que soit leur situation de vulnérabilité, en particulier vulnérabilité économique, puissent être accueillies. Donc la notion même de service public et tout ce que ça renvoie en droit administratif fait que nous sommes certes des acteurs associatifs, non lucratifs, mais de forts tenants du service public de la petite enfance. Alors, quel modèle aujourd'hui on peut envisager ? Parce qu'on est dans une crise quand même du service public de la petite enfance, une crise aussi du secteur privé lucratif et non lucratif, non ? Crise du secteur privé lucratif, non, je ne sais pas. Enfin, je lis les bons livres comme les autres, mais passons. Privé non lucratif, bien sûr, et pas uniquement dans la petite enfance. La particularité de l'UNIOP, c'est d'être vraiment sur de la naissance à la mort, pardon pour l'expression. On a un très très gros problème sur l'attractivité des métiers, que ce soit en petite enfance, dans le secteur du handicap, dans le secteur des personnes âgées. On a par ailleurs quelques soucis financiers, soyons clairs. Je ne vais pas rentrer dans les débats sur les oubliés du Ségur, l'extension. Enfin bon, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, c'est un sujet qui pose question sur le devenir même de l'action sociale telle qu'elle existe. Donc on a un gros questionnement en effet sur le devenir même d'un modèle d'accueil du jeune enfant, comme on a le même souci sur le modèle même d'accueil des personnes en situation de handicap, l'accueil des personnes en situation de vulnérabilité. Dans 3 jours, on aura les 30 ans du collectif Alerte pour dire aussi que l'accueil des personnes, quelle que soit la question des vulnérabilités, et pardon de le dire comme ça, mais avoir un enfant, c'est aussi un bonheur, mais aussi une vulnérabilité supplémentaire. La question de la vulnérabilité, de la prise en compte de la vulnérabilité dans les politiques publiques est en effet un sujet hautement d'actualité. Et quel modèle on peut envisager ? Est-ce qu'au niveau des collectivités, il y a des pistes d'action qui sont envisagées ? Quelle soutenabilité aussi économique ? Alors, la première réponse facile, la soutenabilité économique, on est largement aidé par le partenaire financier, la CAF, et selon certains territoires, la MSA, comme ça peut être le cas où je travaille. On a depuis quelques années ce qu'on appelle une convention territoriale globale. Ce sont les collectivités qui signent cette CTG. Et cette convention permet largement d'offrir des actions pour faire un projet social de territoire. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que la petite enfance, elle reste pas seulement ancrée sur ses missions, mais elle s'ouvre, et elle s'ouvre à la jeunesse, elle s'ouvre à l'éducation, elle s'ouvre au handicap, à l'accès aux droits, et c'est tout l'intérêt de cette CTG de pouvoir travailler en partenariat et travailler avec des associations et aussi du privé si y a des partenaires privés qui peuvent favoriser par exemple une action culturelle, petite enfance, avec des acteurs de l'espace culturel. Enfin voilà, il n'y a pas de modèle. Aujourd'hui, la petite enfance,
elle est, j'ai presque envie de dire, elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer, un petit peu comme la société finalement, puisqu'on est toujours en train de se réajuster. Et il n'y a pas de modèle spécifique. Encore une fois, je vais revenir sur les territoires. La question qu'on doit se poser, c'est quand une mairie a un besoin de place. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément une place de crèche dont ils ont besoin, c'est peut-être une place en accueil de soutien à la parentalité, c'est peut-être une halte garderie, c'est peut-être juste une micro-crèche. Et à ce moment-là, peut-être que la structure privée peut aider à résoudre cette problématique. Au sein du SNDGCT, il y a eu une réflexion avec Babylou, un des acteurs privés, sur les bons choix à faire à un moment donné, quand on a besoin de place et que la collectivité ne peut pas, parce qu'il y a une réalité économique qui fait que ça peut être compliqué. Tout à l'heure, je discutais avec un maire d'un petit village qui me disait, mais à Nice, c'est impossible de récupérer du foncier. Donc quand la collectivité n'a plus les reins solides pour récupérer du foncier et mettre en place une crèche ou un mode d'accueil, peut-être que le privé lucratif ou non lucratif peut venir compléter le besoin et la réponse aux usagers, puisque c'est eux qui sont visés dans tous les cas. Sur cette question justement des partenariats, de conventions territoriales, est-ce qu'à l'île de Ré, vous y réfléchissez? Est-ce que ça se fait? On est en plein renouvellement, là, à l'heure actuelle, de notre convention territoriale globale. Donc effectivement, la question de l'accueil et de l'équation du coup, entre le besoin exprimé par les parents, et puis c'est aussi la vitalité d'un territoire. En l'occurrence, pour le mien, c'est clair qu'il y a un vrai problème d'attractivité pour les familles. Du coup, donc, la question de proposer un mode de garde, et on en parlait en préparant effectivement cette table ronde, aussi sur les secteurs où il y a de l'emploi, c'est-à-dire qu'il faut, pour l'attractivité des territoires, concilier effectivement à la fois l'installation d'entreprises et donc de l'emploi, mais aussi une offre de mode de garde pour les enfants. Quels sont les leviers concrètement du coup pour des élus? S'ils n'ont pas les moyens effectivement de le faire en régie, parce qu'on sait que c'est très très compliqué, il faut avoir de l'audace à l'heure actuelle pour faire ça en régie, du coup ça peut être de la délégation de services publics. Et dans ce cas-là, c'est vrai que pour que le pouvoir reste quand même, c'est-à-dire que l'intérêt général vraiment du territoire prime, ça demande vraiment à ce que dans la DSP, le cahier des charges du coup, soit extrêmement précis sur le projet pédagogique qui est porté, mais aussi sur le diplôme qui sont exigés. On sait qu'il y a une ouverture par la législation pour employer du personnel non diplômé. À un moment donné, effectivement, c'est quand même au pouvoir public de garder la main là-dessus et d'imposer à un délégataire privé, qui peut être du coup associatif. D'ailleurs, une association peut tout à fait répondre à ce type d'appel à projet, ce type de délégation de service public, mais du coup à répondre à un cahier des charges très strict en fait, qui viendra rassurer aussi les parents et garantir la qualité finalement d'accueil du jeune enfant. Sur ce besoin de partenariat, de travail en collaboration en fait entre les collectivités, le secteur associatif, le secteur privé et également l'UNIOPS, comment vous vous positionnez? Déjà une première remarque, oui. Si j'entends que l'île de Ré a un problème d'attractivité, je m'inquiète pour les autres territoires, mais bon, ceci dit pour les familles. Pour les familles. Ceci dit, trêve de plaisanterie, on se positionne avec les URIOPS, les unions régionales, dans des conférences régionales ou départementales pour participer à cet accueil et à cette prise en charge. Pour tout vous dire, on s'est appelé ce matin pour préparer un petit peu nos interventions. Le sujet pour l'UNIOPS, ce n'est pas d'interdire ou d'exclure le service privé lucratif. Le sujet, c'est d'avoir des règles communes de qualité, des critères communs d'acceptation des dossiers, de s'assurer qu'il y ait une mixité sociale sur le territoire. Après, les territoires, c'est peut-être un sujet qu'on abordera ensuite sur l'échelle de la bonne échelle de compétences. Mais prendre en compte les spécificités territoriales tout en assurant une égalité de traitement, c'est le vieux débat entre égalité et équité. Ces sujets-là, on les porte en particulier
dans le groupe de travail du ministère sur le service public de la petite enfance, qui, pour travailler sur d'autres domaines, est un exemple quand même, je trouve, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses à réformer, je suis entièrement d'accord. Je pense que d'ailleurs, le fait qu'on fasse une table ronde là-dessus montre bien qu'il y a un sujet de réforme. Mais en tout cas, on aimerait avoir sur les autres sujets la même appétence, ou en tout cas le même dynamisme de création, de réflexion. On porte l'idée de solutions complémentaires en fonction des territoires, avec j'allais dire l'ADN du monde associatif, qui est l'égalité de traitement, l'égalité d'accueil, l'égalité de droit de chacun et de chacune, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa vulnérabilité, entre guillemets, quelle que soit aussi sa nationalité. Mais je passe. Voilà, donc notre rôle, c'est de pouvoir essayer de coordonner d'abord le secteur associatif et d'être porte-parole auprès d'autres acteurs, les pouvoirs publics, le privé lucratif avec qui on n'a pas obligatoirement les mêmes objectifs, mais en tout cas on a des échanges réguliers. Le but quand même, je pense pour tous et toutes, c'est d'avoir un accueil, d'investir dans le futur, comme disait le président de la République il y a quelques années sur la stratégie pauvreté, d'investir dans le futur pour que un jeune enfant, quel que soit son âge et quelle que soit sa condition, soit accueilli dans les mêmes conditions, pardon de répéter le terme conditions, mais ait les mêmes égalités de chance, et que l'accueil en structure collective ne soit un élément qui puisse gommer le plus possible des inégalités personnelles ou familiales. Vous avez évoqué la difficulté du modèle en régie. Est-ce que ça veut dire que dans les collectivités, c'est un modèle qui n'est plus... qui n'est plus utilisé, enfin, qu'on n'envisage pas? Alors, la question, elle est compliquée actuellement, quand on sait qu'on a un budget 2025 où il va falloir réfléchir à 2 fois avant les dépenses. Donc, sauf s'il y a une sensibilité particulière d'un point de vue politique, avec la chance pour que la petite enfance et la suite, l'enfance, jeunesse, le handicap, deviennent une priorité. Sinon, la question se pose effectivement. Même si on est largement accompagné, encore une fois, par les financeurs, par la CAF qui met en place tout un tas de bonus territoire, bonus mixité sociale, pour nous inciter à justement accueillir tous les enfants, toutes les familles, et même des bonus pour développer des places en crèche. Aujourd'hui, ça reste une difficulté pour une collectivité territoriale de se dire on investit. C'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de la petite enfance, et aussi quelle échelle, à quel niveau de compétence? Parce qu'on parle des communes, mais les intercos aussi ont réclamé d'être positionnés sur cette compétence-là. Donc, je vous fais réagir, et après, monsieur. Alors, moi, je travaille dans une communauté d'agglomération où le service petite enfance a été constitué depuis plusieurs années. Avec le service public petite enfance et la loi plein emploi qui va démarrer au 1er janvier 2025, on se pose la question des 4 compétences. Donc il y a 4 compétences dans cette nouvelle loi, parce qu'il y a des compétences, les 2 premières qui sont recenser les besoins des familles, et la deuxième, informer et accompagner les familles, les enfants de moins de 3 ans. Ces 2 compétences-là, elles pourraient être redonnées à toute collectivité de moins de 3500 habitants. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Aujourd'hui, dans l'agglomération où je travaille, le Buron-Mont-de-Vaucluse, on se pose la question à savoir si ce sont les communes qui veulent récupérer ces compétences, ou si on continue à faire guichet unique comme on le fait aujourd'hui à Cavaillon. Les familles commencent à bien repérer ce guichet unique où il y a à la fois les assistantes maternelles, le lieu accueil enfants-parents et toutes les préinscriptions pour les crèches et les places en ponctuel. Donc ça dépend encore une fois du territoire. Brice Sanson, sur l'échelle de compétences. Donc vous êtes une communauté de communes. Communauté de communes, et il se trouve qu'effectivement la politique de la petite enfance a été un peu le socle qui a fondé finalement la communauté de communes. C'est la première grande politique d'action publique envers la population, avec la prise de compétences des crèches, 3 en régie,
une associative, une crèche familiale, mais qui s'intègre parfaitement en fait dans la politique. Et puis finalement, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, la politique de la petite enfance, elle a arrêté de se circonscrire à la gestion des établissements, et puis elle s'est ouverte avec la politique parentalité, on parle de LAEP, et puis au fur et à mesure avec cette CTG, elle s'est aussi ouverte sur qu'est-ce qu'on propose aux assistantes maternelles. Et pour ma part, un des derniers projets que j'ai eu sur la petite enfance, ça a été la création de MAM, donc de maisons d'assistantes maternelles. C'est aussi un des leviers, notamment pour des secteurs très ruraux, comme celui sur lequel j'interviens, qui n'ont pas forcément énormément de foncier, ou le foncier très cher. En l'occurrence pour l'île de Ré, c'est pas donné. Et donc du coup, ça permet aussi finalement à moindre coût de pouvoir permettre à des assistantes maternelles de se réunir, ce qui répond en partie à la difficulté qu'elles peuvent avoir à accueillir des enfants en fait chez elles. Et puis c'est une autre dynamique aussi. On sent que les jeunes professionnels ont d'autres aspirations et elles souhaitent partager des projets pédagogiques du coup autour de l'accueil du jeune enfant. Donc je pense que c'est un peu ça finalement peut-être le petit tournant qu'il peut y avoir sur la politique de la petite enfance, c'est de la penser vraiment de façon assez globale. J'estime pour ma part que sur des territoires ruraux, l'échelle intercommunale est assez intéressante. Je pense qu'elle l'échelle du bassin de vie en tout cas est assez pertinent. Sans doute que dans des grandes agglomérations, moi j'ai travaillé en région parisienne, la question se pose différemment et elle se pose des fois à l'échelle finalement d'un quartier plutôt qu'à l'échelle de l'interco, vous voyez. Jérôme Voiturier, sur cette question de l'échelle de compétences. Je crois que la réponse qui a été faite par M. Sanson va très bien. On a décidé de pas décider. Ce qui peut être vrai sur un territoire n'est pas obligatoirement vrai sur un autre territoire. Et puis, lorsqu'on regarde l'ensemble des politiques publiques sociales, on se rend compte qu'il y a toujours un débat sur décentralisation, quel est le bon territoire. Je passe les débats qu'il peut y avoir sur les EHPAD et je vous renvoie aussi au débat qu'il y a eu, la conclusion par le Premier ministre la semaine dernière du congrès de l'ADF. Une chose est sûre, c'est que peu importe, en tout cas, il ne doit pas y avoir de règles uniques, à notre sens, mais en tout cas prendre en compte les spécificités territoriales et en tout cas, dans la création de la compétence, toujours associer le secteur associatif et les familles, et toujours associer aussi d'autres acteurs que sont la PMI et la CAF dans les réflexions, et par ailleurs, permettre à ce que ce dynamisme territorial et cette capacité d'innovation, elle soit pérennisable, je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, on puisse appliquer, permettre une certaine innovation tout en, je suis un peu monomaniaque, au souci d'avoir une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire avec peut-être des règles différentes en fonction des spécificités territoriales. Reste la question de la pénurie de personnel. Donc là aussi, il y a des choses à réinventer dans le métier même de l'accueil de la petite enfance. Je vous laisse la parole, Amélie Clément. Alors, la pénurie de personnel, on le ressent vraiment depuis quelques années. Ça s'est aggravé. Il y a quelques années, quand j'ai commencé ma carrière en région parisienne, on cherchait essentiellement des directrices et des infirmières et des éducatrices de jeunes enfants. On n'avait aucun problème à trouver des auxiliaires. Il se trouve que 2024, on est en difficulté et pour les directions et pour les auxiliaires pour avoir des personnels diplômés et formés. Quand on évoque le service petite enfance et la durabilité, la soutenabilité, il y a une exigence aussi, l'exigence en termes de qualité et en termes de qualité de diplôme, comme ça a été dit tout à l'heure. On ne peut pas devenir pro de la petite enfance juste parce qu'on a gardé des enfants, ça c'est faux, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des pros dans la rue aujourd'hui, pour dénoncer ça et pour dénoncer le taux d'encadrement. Mais au-delà de ça, l'attractivité des métiers, ça passe vraiment par la formation. Et actuellement, il y a des collectivités, en tout cas les collectivités motivées ou qui ont la chance de pouvoir travailler avec la région ou qui créent des partenariats pour mettre en place des sessions d'auxiliaires de puériculture, pourront peut-être développer de la petite enfance avec des professionnels qualifiés. En tout cas, on est obligé d'innover dans ce sens-là. On ne peut plus attendre que les pros arrivent.
Brice Sanson, sur parce que vous parliez du fait que la petite enfance change de nature aussi, elle évolue, la société évolue. Donc est-ce que la professionnalisation, le personnel lui aussi doit Moi, je suis persuadé que sur le fond, vraiment, l'attractivité de la fonction même d'accueillir, d'accompagner des jeunes de 0, de leur naissance à leurs 3 ans, à l'entrée en maternelle, passionne encore de nombreuses personnes, hommes comme femmes. Ça, je suis persuadé qu'en fait, ça n'a pas changé. Il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus aussi sur hommes et femmes. Chez l'être humain, effectivement, qui fait que c'est une période... on a été sensibilisé au travers du rapport de Boris Cyrulnik sur les 1000 premiers jours, au fait que c'était crucial et qu'il se passait des choses sur cette période-là, sur laquelle il se joue pour l'avenir, pas seulement de la jeunesse ou de l'enfance. Non, pour l'avenir de l'être humain, finalement, l'avenir de la société. Donc finalement, c'est de l'investissement. Bien sûr. Très clairement. Et je pense simplement qu'il faut, comme pour plein de métiers, désormais accepter que c'est des professionnels qui ne veulent pas forcément se projeter uniquement sur le domaine de la petite enfance et sur toute la carrière. C'est-à-dire on n'est pas sur j'ai mon CAP petite enfance, puis je passe auxiliaire de puériculture et mon projet de vie c'est de devenir éducatrice de jeunes enfants. Non, pas forcément. Donc il va falloir qu'on s'adapte nous en tant qu'employeurs, vraiment, et là j'associe les élus comme les directeurs, à réfléchir aussi les parcours de ces professionnels-là. Et puis du coup, le projet, il faut quand même un peu les faire rêver avec du projet pédagogique qui a du poids, qui insuffle quelque chose, et qu'on n'est pas simplement une halte garderie. Là-dessus, ça a changé. Je pense que les professionnels ont une exigence, et tant mieux, on doit en être fiers. Et du coup, c'est ça que pour moi, le levier, il est là-dessus. Mais est-ce que la formation elle-même aurait besoin d'être pensée ou ça ne se traduit pas de cette façon-là ? Là, vous êtes un peu en dehors de votre champ de compétences. Je ne suis pas professionnel de la petite enfance. Du coup... Alors, les formations d'auxiliaires ont été repensées. Alors, j'ai plus la date, mais il me semble que c'est 2022. Elles sont passées catégorie B. Du coup, il y a un niveau d'exigence supérieur. Et d'ailleurs, la première année, on l'a vu, puisqu'on a eu beaucoup moins d'auxiliaires diplômés qui sont sortis de l'école. Donc, c'était assez compliqué. Pour ce qui est du CAP AEPE, assistant éducatif, là aussi, il a été repensé. Donc, ces deux formations-là sont déjà dans le mouvement. Et puis... on est toujours à rechercher ou à motiver pour justement permettre aux pros d'être motivés et fidélisés dans une organisation. On les incite à passer des VAE, des validations d'acquis par expérience, aussi bien pour qu'elles deviennent auxiliaires ou même éducatrices de jeunes enfants. Et tout ça, ça porte parfois sur la collectivité ou sur l'organisme qui porte le service petite enfance. Donc on devient innovant. Et on essaye d'être à la page en fait, du niveau d'exigence qu'on souhaite pour l'accueil de ces enfants qui sont une population très fragile. Je rappelle. Jérôme Voiturier, sur la question de l'attractivité du métier, de la pénurie de personnel. Je pense qu'on est à un point de rupture. Quelles sont les pistes Je pense qu'on est à un point de rupture, pas uniquement sur la petite enfance, sur l'ensemble des professions sociales. Il n'y a pas un secteur, et quand je dis pas un secteur, l'UNIOPS dans sa transversalité voit vraiment tous les secteurs, dans lequel il n'y a pas tous les jours des appels sur on n'est plus en capacité d'accueillir dignement des personnes, quel que soit leur âge, quel que soit leur handicap, quelle que soit leur vulnérabilité. On a un très très beau document qui s'appelle le livre blanc du travail social qui a été rendu le 12 décembre 2023 devant 5 ministres. Les 5 ministres, dans le discours des 5 ministres, on avait l'impression qu'ils avaient découvert des professions merveilleuses et je pensais même que certains et certaines allaient devenir travailleurs sociaux à l'issue de leur mandat. Visiblement, non. Enfin, c'est pas un mandat, mais en tout cas de leur fonction. Il y a une attente comme il n'y a jamais eu. Comme il n'y a jamais eu des travailleurs sociaux à la fois pour avoir une évolution de carrière, une projection de carrière. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y a pas de destinée lorsqu'on rentre à 20 ans dans la petite enfance pour finir sa carrière dans la petite enfance. Il peut y avoir des passerelles, il peut y avoir des évolutions de diplômes, il peut y avoir des évolutions de projets professionnels. On a beaucoup de retours d'IRTS qui nous disent
Les gens, moi, je ne pense pas qu'on rentre dans ces professions par hasard. Je pense qu'on rentre dans ces professions pour une certaine appétence pour l'humain. Et on a beaucoup de 3, 4, 5, 6 mois après le début de formation en IRTS, des jeunes qui partent parce que c'est pas leur truc. Enfin, faut le dire clairement. Moi, il se trouve que je suis au Conseil du travail social. Il y a beaucoup dans des rencontres des jeunes qui me disent je ne suis pas rentré dans ces professions-là pour faire un tableur Excel. Alors, c'est certainement nécessaire d'avoir un reporting quotidien du nombre de repas et des choses comme ça, mais la dimension humaine rentre. Il y a certainement un autre aspect qui est aussi très intéressant, sur lequel il faut réfléchir, c'est le financement. On a de plus en plus, alors je connais un peu moins la petite enfance, mais dans d'autres secteurs, je pourrais en parler plus longtemps, on a de plus en plus une tarification à l'acte. Ce qui veut dire derrière, c'est qu'on a... Comme dans les hôpitaux. Comme dans les hôpitaux, tout vient de la T2A. Enfin, la T2A a été la mère de tous les vices. On a quelque part l'idée qu'il faut faire de plus d'actes rentables financièrement. Or, le quart d'heure que va passer l'aide-soignante avec la personne âgée pour lui tenir la main, discuter, le quart d'heure que va prendre le professionnel de la protection de l'enfance pour discuter avec le jeune en situation de rupture, ça, c'est pas quantifiable et donc ça n'est pas mis en avant, une priorité. Et il faut revenir sur cette logique. Il faut revenir sur la logique de ce qu'un grand sociologue appelle gouverner par le nombre. C'est-à-dire que c'est pas la finalité du financement qui doit être la priorité ou la matrice de la réflexion, mais plutôt l'aspect humain. Alors je sais que quand je dis ça, on me dit que je suis un rêveur, enfin tout ce qu'on veut. Néanmoins, ce sont des professions particulières, des professions où l'aspect humain ne peut pas être amoindri par la gestion nécessaire. Je ne dis pas que c'est l'autogestion est obligatoirement bonne dans ces professions, dans ces catégories, parce que ce sont quand même, il ne faut pas l'oublier, derrière de l'argent d'impôt de tous et toutes ici. Néanmoins, il n'y a pas la même finalité, je pense, que dans d'autres professions, tout à fait légitimes par ailleurs, mais qui n'ont pas cet aspect de prise en compte des vulnérabilités. Oui, les travailleurs sociaux rappellent régulièrement cette obligation de gestion qui dépasse finalement le cœur même de leur métier. On est déjà à la fin du débat, ça va très très vite. Je vous remercie à tous les trois beaucoup. Si les gens dans la salle veulent continuer le débat, ils peuvent le faire en dehors de ce lab. Et merci encore à tout le monde. Merci beaucoup.